Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Thomas Bory, je suis anesthésiste dans le service d'anesthésie et médecine périopératoire à l'hôpital Tenon. Et puis aujourd'hui, je vous fais le cours sur l'intubation en réanimation. Enfin, ça va être un cours un petit peu en deux parties, puisque on va d'abord voir l'intubation en réanimation, et puis ensuite on fera une seconde partie sur l'intubation difficile, et notamment en réa. Donc pourquoi on intube? L'intubation orotrachéale, c'est une procédure en fait qui va permettre d'assurer la ventilation mécanique, que ce soit sous anesthésie générale, sous sédation ou chez des patients même vigiles, puisque c'est pas rare que vous ayez des patients sans sédation en réanimation qui sont intubés. Ça permet de protéger les voies aériennes et donc de prévenir une éventuelle inhalation. Et puis ça permet d'assurer la sécurité et le confort du patient pour la réalisation d'examens qui peuvent être douloureux et assez inconfortables pour les patients. Exemple, fibroscopie gastrique en urgence en cas d'hémorragie digestive ou autre. Et puis dans certaines situations particulières, ça permet d'assurer la perméabilité des voies aériennes supérieures, notamment en cas de tumeur ORL ou d'œdème laryngé suite à un traumatisme quelconque. Alors du fait de l'environnement et des situations cliniques difficiles qu'on rencontre en réanimation avec notamment des patients en état de choc, et puis du stress que ça génère sur l'équipe médicale et aussi paramédicale, une intubation, c'est toujours une situation complexe et une intubation en réanimation, c'est toujours une intubation compliquée. Puisqu'on est toujours entre guillemets, dans des mauvaises conditions, que ce soit du fait des caractéristiques du patient, de l'environnement ou de la situation clinique. On n'est pas au bloc opératoire et c'est toujours des situations difficiles et délicates qu'il faut bien appréhender. Donc on refait un tout petit point d'anatomie. L'intubation orotrachéale, donc vous allez glisser votre lame de laryngoscope dans la bouche au niveau de la langue. Vous allez continuer jusqu'à la base de la langue, jusqu'à l'épiglotte. Et puis en fait ensuite en tractant vers le haut et vers l'avant, vous allez pouvoir exposer le plan glottique qui est en regard du cartilage thyroïdien pour glisser une sonde d'intubation dans la trachée avec ensuite un ballonnet qu'on va gonfler pour que ce soit complètement hermétique. Et donc ça, c'est ce que vous voyez quand vous êtes à la tête du patient et que vous intubez. C'est ce qu'on appelle le plan glottique. Vous avez en haut, en avant, l'épiglotte, avec le sillon épiglottique dans lequel vous glissez votre lame de laryngo, les cordes vocales, les cartilages aryténoïdes, et puis en postérieur, en bas, du coup, quand vous êtes à la tête du patient, c'est l'œsophage. Et donc ce qu'on va viser, c'est le plan glottique entre les deux cordes vocales pour aller glisser la sonde dans la trachée. Alors le problème de l'intubation en urgence en réanimation, principalement, c'est les caractéristiques liées au patient, hein, qui est souvent en état de défaillance hémodynamique, en état de choc. Les préoxygénations, on va faire un grand point là-dessus tout à l'heure dans quelques diapos, qui sont souvent, qui peuvent être en tout cas inefficaces, hein. Les patients en détresse respiratoire, du fait de l'agitation, de l'angoisse, ils ne tolèrent pas très bien d'avoir un masque facial appliqué sur le visage de façon complètement hermétique, ce qui fait que les préoxygénations sont parfois inefficaces. Et puis c'est souvent des patients qui sont, du fait de leur pathologie et de la situation clinique, estomac plein et donc à risque d'inhalation. Et puis il y a les situations un petit peu stressantes de l'intubation en urgence, c'est souvent une intubation dont on ne peut pas se passer, qui est indispensable, et on ne peut pas la décaler. Et si jamais on est en échec sur cette intubation, c'est compliqué de réveiller le patient, puisqu'il se retrouverait dans son état antérieur, c'est-à-dire nécessitant une intubation avec en plus une anesthésie générale. Donc du fait de tous ces éléments, il y a une morbidité importante de l'intubation en urgence, en réanimation. Les risques de l'intubation en urgence, c'est des risques qui peuvent être, ça va du risque mineur que type traumatisme, bris dentaire, petite lésion pharyngo-laryngée et trachéale, de l'inhalation à l'hypoxémie, jusqu'à la défaillance hémodynamique et respiratoire et l'arrêt cardiaque. Donc comment on fait pour réduire la morbidité de l'intubation en urgence? Eh ben, on se prépare. Il faut faire des plans de gestion du risque, établir des procédures un petit peu standardisées, notamment des protocoles, des checklists avec préparation et anticipation de tout le matériel, des drogues avant l'induction. Il faut évidemment se mettre dans les meilleures conditions et essayer d'améliorer les conditions d'oxygénation. Ça passe par la préoxygénation. Et puis le choix des drogues et des curares qui sont particuliers, alors pas à la réanimation, mais qui sont particuliers à l'intubation en urgence.
Et puis évidemment, on monitore tout ce qu'on fait, notamment la CAPNI qui va être un peu le témoin d'une intubation réussie. Donc avant l'intubation, on prépare le matériel, l'environnement. Il faut au minimum une aspiration forte qui est prête et vérifiée dans la chambre, un chariot d'urgence, un chariot d'intubation difficile à porter, donc souvent pour ne pas encombrer la chambre, devant la chambre, un bavus branché sur l'oxygène au débit maximum 15 litres minute, un masque facial adapté à la morphologie du patient, et puis un plateau d'intubation complet et vérifié par l'infirmière et le médecin, et des sondes d'intubation de calibre varié, ainsi que le respirateur vérifié et pré-réglé par le médecin réanimateur. Le bavus, le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, c'est ce qui va le plus souvent servir à faire la préoxygénation en réanimation. Donc le ballon va servir de réservoir à oxygène. Il y a ensuite une valve unidirectionnelle qui va séparer l'inspiration de l'expiration. Donc quand le patient expire, inspire, il ne va pas réinspirer le CO2 qu'il a expiré juste avant. Un masque facial et un filtre qui va permettre de chauffer, d'humidifier les gaz. Évidemment, vous aurez remarqué que le filtre manque sur la photo, mais il vient faire l'interface entre le masque facial et la valve. Sur un plateau d'intubation, on trouve beaucoup de choses. Il faut un laryngoscope évidemment, avec des lames, avec pile vérifiée. Une canule de Guedel si jamais on a besoin de reventiler le patient pour se faciliter la ventilation. Un mandrin souple qu'on peut glisser dans la sonde d'intubation pour entre guillemets, la préformer, pour lui donner la forme qu'on veut si jamais la glotte est un petit peu haute. Il faut évidemment de quoi relier la sonde d'intubation au respirateur, donc filtre, raccord annelé, capnographe. Différentes sondes, tailles de sonde d'intubation, de 6,5. Là, je me suis arrêté un petit peu tôt, hein. Pour les hommes, on peut même monter à 8, voire 8,5. Plus la sonde d'intubation est grosse, mieux c'est, puisque les patients de réanimation, généralement, ils gardent leur sonde plusieurs jours. Il peut y avoir pas mal d'examens aussi, type fibroscopie, et donc là, une taille de sonde importante peut faciliter la ventilation et la réalisation d'examens complémentaires. Une petite seringue de 10 cc qui va permettre de gonfler le ballonnet une fois que la sonde d'intubation sera en place. Et puis le matériel un petit peu annexe, un manomètre pour vérifier la pression du ballonnet à côté, un fixe sonde, un petit peu de lubrifiant si besoin. Le mandrin d'Eichmann ou de Frova, on va revoir ça juste après, pour s'aider à l'intubation en cas de difficulté. Une petite pince de Magil pour enlever des corps étrangers ou permettre de se guider. Et puis maintenant, en réanimation, c'est assez important que dans chaque réanimation, il y ait des vidéolaryngoscopes pour aider à l'intubation aussi. Donc un laryngoscope, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est des lames métal type Macintosh, donc des lames courbes. Plus le numéro de la lame est élevé, plus la lame est longue. Donc généralement, pour un adulte, c'est plutôt une lame 4. Chez les patients de petite taille ou chez les femmes qui sont assez en effet petites, on peut utiliser des lames 3. 2, on rentre quand même un peu plus dans la pédiatrie. Une sonde d'intubation, ça ressemble à ça. Donc c'est un grand tuyau en PVC. Vous avez l'extrémité distale qui est dans la trachée, un ballonnet gonflé dans la trachée. Elles ont souvent un petit marqueur noir que vous pouvez voir ici, qui est en fait un petit marqueur qui aide l'opérateur, en fait le petit marqueur qu'il faut placer derrière les cordes vocales pour être sûr d'avoir la sonde au bon endroit et que la sonde ne soit pas sélective. Vous avez un dispositif de gonflage du ballonnet et puis l'extrémité proximale avec un petit cob pour faire l'interface avec le respirateur. Vous remarquez aussi que les sondes sont graduées et que vous pouvez du coup voir la distance entre le bout de la sonde et l'arcade dentaire. C'est une distance à noter dans vos feuilles de surveillance pour vérifier quotidiennement que la sonde n'est pas bougée. Et puis vous avez évidemment la taille de la sonde qui est marquée dessus. Les différents mandrins, on en a déjà un petit peu parlé, donc c'est les mandrins courts, malléables, que vous pouvez introduire directement dans la sonde d'intubation avant d'intuber, avant de faire le geste, pour vous donner, pour préformer un petit peu la sonde et lui donner la forme que vous voulez. Et puis sinon, vous avez le mandrin d'Eichmann et le mandrin de Frova, c'est à peu près la même chose. Le mandrin de Frova, il est juste troué pour pouvoir administrer de l'oxygène si besoin. Et le mandrin d'Eichmann, c'est un mandrin long béquillé qui n'est plus pas troué. Donc ces mandrins rigides béquillés au bout vont permettre de servir un petit peu de tuteur et de guide pour, vous allez initialement cathétériser la trachée avec ces mandrins et ensuite glisser
votre sonde d'intubation sur le mandrin et la pousser dans la trachée si jamais vous avez des difficultés d'intubation et notamment d'exposition pour voir le plan glottique. La pince de Magil pour enlever des corps étrangers, hein, que ce soit un dentier, de la nourriture, un bout de steak, tout ce qui traîne dans la bouche, qui vous gêne, vous pouvez utiliser cette pince pour enlever et libérer les voies aériennes. Et ça peut aussi de temps en temps servir aussi à guider la sonde d'intubation dans la trachée, notamment pour les intubations nasotrachéales, où on glisse la sonde dans le nez, on la fait glisser jusque dans l'oropharynx et ensuite on s'aide de cette pince pour la glisser dans la trachée. Les canules de Guedel, qui vont aider à la ventilation en cas de nécessité de reprise au masque. Ça va permettre en fait de maintenir la perméabilité des voies aériennes d'un patient et donc en fait en empêchant que l'affaissement de la langue contre le pharynx. Plusieurs tailles aussi. Chez l'adulte, vous rencontrez le plus souvent des tailles 3 et 4 qui sont les tailles vertes et orange. La préoxygénation. La préoxygénation, c'est le temps le plus important de l'induction avant une intubation. L'objectif de la préoxygénation, c'est en fait de réaliser une dénitrogénation et de remplacer en fait tout l'azote qu'il y a dans les poumons par de l'oxygène pour augmenter les réserves en oxygène. Et quand on augmente les réserves en oxygène de cette façon, ça va permettre en fait de retarder une désaturation artérielle pendant le temps d'apnée. Si on fait une bonne préoxygénation chez un sujet sain, qui n'est pas en état de choc, qui n'a pas de pathologie pulmonaire particulière, avec une bonne préoxygénation, on peut faire entre 6 et 8 minutes d'apnée sans avoir de désaturation, ce qui laisse largement le temps de réaliser une intubation et de faire des petits moyens si jamais l'intubation est difficile, de prendre le temps d'aller chercher un vidéolaryngoscope, de faire d'autres techniques. Ça laisse du temps, 6 à 8 minutes. Alors, où est-ce qu'on trouve de l'oxygène dans le corps? Et ben, l'oxygène, il y en a dans les poumons, dans le sang, dans le plasma et au niveau des globules rouges fixés à l'hémoglobine, et puis au niveau tissulaire. Spontanément, nos réserves en oxygène, elles sont assez modestes puisque en air ambiant, on respire en fait 21% d'oxygène. Et au niveau pulmonaire, le contenu en oxygène, en fait, ça va dépendre de deux facteurs. La fraction alvéolaire en oxygène, ce qu'on appelle la FaO2, qui va être influencé par la qualité de notre préoxygénation. C'est à ça que sert notre préoxygénation, c'est à augmenter notre fraction alvéolaire en oxygène. Et puis, la capacité résiduelle fonctionnelle. La capacité résiduelle fonctionnelle, ça correspond au volume résiduel qui est toujours présent, que vous voyez ici, le volume résiduel toujours présent et qui est non mobilisable, d'accord? Plus le volume de réserve expiratoire qui, lui, peut être expiré lors d'un effort expiratoire supplémentaire. Donc, la capacité résiduelle, c'est la VRE plus la VR. Et en fait, c'est ce qui reste en fin d'expiration normale dans le patient. Donc, en fait, quand on fait une anesthésie générale, il va y avoir une expiration passive et le contenu en air, enfin le contenu gazeux qui va rester dans les poumons, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. Et c'est le site principal de réserve en oxygène. Donc on vient de voir que le site principal de réserve en oxygène, c'était la capacité résiduelle fonctionnelle. Et en fait, la capacité de stockage de l'oxygène dans le sang et les tissus, comme on voit sur le graphe, est assez limitée puisqu'on est quasiment en fait au maximum dès qu'on est en air ambiant. C'est-à-dire qu'avant la préoxygénation, vous voyez que le plus on va faire une préoxygénation longue, ce qui va augmenter les réserves en oxygène, c'est surtout la CRF, parce qu'en fait dans le sang et dans les tissus, malgré en fait une préoxygénation importante, en fait cette capacité, cette réserve en oxygène dans le sang et le tissu augmente très peu, et vraiment ce qui augmente le plus, c'est la CRF. Alors il y a plusieurs facteurs prédictifs de mauvaise tolérance à l'apnée. Il y a notamment tout ce qui va diminuer notre capacité résiduelle fonctionnelle, notre CRF, donc c'est la réduction de volume pulmonaire chez les patients obèses, chez les femmes enceintes, avec notamment à plus de 20 semaines d'aménorrhée avec un utérus gravide, ça diminue le volume pulmonaire. Tout ce qui est bas rapport ventilation-perfusion, donc ça c'est typiquement les ételectasies, une anémie, puisque l'hémoglobine est le principal transporteur en oxygène, et puis tout ce qui va augmenter la consommation d'oxygène, donc typiquement l'état de choc, notamment septique.
Donc en fait, ça c'est beaucoup de facteurs qu'on retrouve chez les patients de réanimation. Donc les patients de réanimation, par définition, sont des patients très à risque d'avoir une mauvaise tolérance à l'apnée. Donc c'est vraiment hyper important d'essayer de faire des préoxygénations bien efficaces. Alors comment on préoxygène? Eh ben, en appliquant un masque facial avec un débit d'oxygène conséquent, donc 15 litres minute, à réaliser pour toute procédure, y compris dans le cadre de l'urgence. Et donc c'est 3 minutes de préoxygénation et ou 8 inspirations profondes qui permettent d'avoir une préoxygénation satisfaisante. Même dans le cadre de l'urgence, il faut prendre le temps de faire cette préoxygénation. Voilà. Et bien sûr, cette préoxygénation, elle se fait en 100% d'oxygène, euh, si possible, puisque vous voyez que qu'en 100% d'oxygène, on augmente le temps d'apnée avant désaturation. Quand on voit quand les patients reçoivent 80% ou 60% d'oxygène, le temps d'apnée, la désaturation prévient, enfin en tout cas la désaturation arrive beaucoup plus rapidement. La place de la ventilation non invasive dans la préoxygénation, donc c'est un grand oui, puisqu'on voit là donc la courbe pleine, c'est le groupe contrôle, les patients qui ont une préoxygénation, on va dire, classique, et en pointillé, on voit les patients qui ont une préoxygénation avec la VNI, et on voit qu'à l'état basal, on compare à peu près du même taux de saturation, et puis on remarque que pour les patients qui ont été préoxygénés avec la VNI, ils ont une absence de désaturation pendant l'induction et pendant l'intubation orotrachéale et qui se maintient aussi derrière, et ce de façon significative. Donc c'est la VNI, intérêt plus dans la préoxygénation en réanimation, et notamment dans les conditions difficiles, si on a des facteurs de risque de mauvaise tolérance à l'apnée, exemple du patient obèse. La VNI, ça permet de faire du recrutement alvéolaire et donc de diminuer les atelectasies. On voit que chez les patients qui ont été préoxygénés avec de la VNI avec une pression expiratoire positive à 6 cm d'eau, on voit qu'après l'intubation, il n'y a pas d'atelectasie, alors que chez les patients qui ont été préoxygénés de façon standard, on marque l'apparition assez précoce de petites atelectasies passives. Comment on monitore les réserves en oxygène? Alors ça, en réanimation, c'est assez peu fait, c'est parce que généralement, il n'y a pas le matériel. Mais pour vérifier qu'on a une bonne préoxygénation, il faut regarder la fraction expirée en oxygène, la FeO2, et on est bien préoxygéné quand notre fraction expirée en oxygène est supérieure à 90%. Là, on est sûr que notre réservoir principal, notre CRF, est plein d'oxygène et qu'on est bien préoxygéné. En pratique, en réanimation, il n'y a pas forcément les outils pour analyser les gaz, en tout cas pas sur l'oxygène. Il y a des capnographes, mais pas forcément pour l'oxygène. L'oxygénation apnéique, donc c'est-à-dire qu'on fait une préoxygénation et puis le temps de faire les manœuvres de procédure d'intubation, on va essayer de continuer quand même d'apporter de l'oxygène au patient, que ce soit avec une canule nasopharyngée avec un petit débit d'oxygène, ne serait-ce que 5 litres par minute, ou alors laisser en place de l'optiflow, de l'oxygène à haut débit pendant la procédure d'intubation, qui ne gêne absolument pas le geste d'intubation. Ça permet de prévenir les désaturations artérielles en oxygène. Ça va prolonger le temps d'apnée. Alors, une fois qu'on a bien préoxygéné, on va rentrer dans l'induction anesthésique. Et donc, on fait une induction anesthésique lorsque tout est prêt et qu'on a bien fait sa préoxygénation. Donc, l'environnement, le plateau d'intubation ont été vérifiés. Le monitorage, évidemment, cardio-respiratoire est en place, et notamment le monitorage de la CAPNI pour vérifier que la sonde est bien en intratrachéale après l'intubation. Évidemment, la voie veineuse a été vérifiée et sécurisée, puisque c'est pas le moment d'avoir une voie veineuse qui nous lâche. Et puis, donc préoxygénation bien conduite, là je viens d'insister là-dessus. Et puis évidemment, respirateur prêt et les drogues d'induction et d'entretien prêtes aussi, puisqu'il faut pas, on essaye d'anticiper en tout cas au maximum. Alors, pourquoi on fait une anesthésie? On fait une anesthésie pour la sécurité. D'accord? On fait une anesthésie parce que faire une anesthésie, ça facilite le contrôle des voies aériennes. Et donc, plus c'est facile, plus ça va être rapide et moins on va avoir de problèmes de désaturation. Et donc, ça diminue les risques des complications liées au contrôle des voies aériennes. Et puis, à côté de ça, ça va aussi assurer le confort du patient puisque une laryngoscopie est un geste extrêmement douloureux. Si on fait ça sur un patient vigile, on s'expose à des complications.
Donc une intubation sans anesthésie, ça se passe mal, puisque le patient n'est pas relâché, donc vous allez avoir des difficultés déjà à vous exposer euh, et avoir les cordes vocales. Puis les cordes vocales, les patients non curarisés, les cordes vocales ne vont pas être relâchées, donc vous pouvez aussi avoir des difficultés, voire une impossibilité de passer la sonde au travers des cordes vocales. Et puis il peut persister un réflexe de déglutition qui va faire bouger le larynx et notamment bouger le plan glottique. Et donc c'est évidemment plus dur de viser une cible mobile. Donc l'intubation sans sédation, c'est plus d'échecs et plus de complications. Donc c'est à ne pas faire. Donc l'anesthésie, c'est très bien, il y a beaucoup d'intérêt, améliore le confort du patient, ça nous facilite la laryngoscopie, la visualisation de la glotte, et puis ça diminue la morbidité de l'intubation. Mais ça vient avec ses contraintes aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit le plus brève possible aussi, pour si jamais en cas d'échec, on puisse faire avoir un retour rapide à l'état antérieur si on a des difficultés d'intubation. En tout cas, il faut que le patient puisse retrouver une ventilation spontanée pour ne pas se retrouver dans le souci. Et puis, une anesthésie, s'il y a un retentissement hémodynamique et respiratoire qu'il faut essayer de minimiser le plus possible. Et puis, faire une induction chez des patients de réanimation, on en a déjà parlé, mais c'est des patients qui sont à haut risque d'inhalation, qui sont souvent des estomacs pleins. Et là aussi, ça va être un risque à prendre en compte. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que quand on fait des inductions en réanimation, on fait ce qu'on appelle des inductions en séquence rapide, avec des hypnotiques d'action, de durée d'action et de demi-vie courte, et idem pour les curares. Donc les hypnotiques, on va pas faire un catalogue de tous les hypnotiques possibles et utilisables en réanimation, il y en a principalement deux, c'est l'étomidate et la kétamine. L'étomidate, donc la posologie, juste pour info, c'est 0,3 mg par kilo. C'est un délai d'action assez rapide, une durée d'action aussi assez brève, quelques minutes. C'est très bien toléré sur le plan hémodynamique. Ça peut être pourvoyeur de petits mouvements involontaires qu'on appelle des petites clonies. Et puis ça peut avoir une interaction avec le métabolisme surrénalien. Il a été décrit des insuffisances surrénales au décours de l'utilisation de ce médicament. La kétamine, la posologie est un petit peu variable en réanimation et va dépendre un peu de l'état hémodynamique du patient. Pour un patient en état de choc gravissime, la posologie recommandée c'est plutôt autour de 1 mg/kg. Sinon pour les patients qui ne sont pas en état de choc hémodynamique, plutôt viser 2 à 3 mg/kg. Pareil, délai d'action assez court, durée d'action assez courte aussi. Il y a un effet sympathico-mimétique, un petit effet bronchodilatateur, donc c'est la drogue d'induction par excellence chez les patients en état d'asthme aigu grave. Et puis, la kétamine est aussi beaucoup moins dépresseur respiratoire que l'étomidate. Mais kétamine versus étomidate, c'est non significatif, hein, c'est au choix, il n'y a pas de différence sur la mortalité, pas de différence sur les durées de ventilation mécanique, pas de différence sur l'utilisation de catécholamine, même score SOFA pendant les 3 premiers jours, même conditions d'intubation, c'est au choix du praticien et en fonction en fait plutôt de la pathologie et de la cause de la détresse du patient. Les curares, il y en a deux là aussi, la succinylcholine, la cellocurine, qui est un curare dépolarisant. Là, la posologie, c'est plutôt 1 mg par kilo. Délai et durée d'action assez court. Vous allez voir que vous avez les fasciculations qui vous disent que votre patient est bien curarisé. Et les contre-indications de la succinylcholine, elles sont assez importantes à connaître puisqu'elles sont assez nombreuses et assez fréquentes en réanimation. C'est notamment toutes les situations d'hyperkaliémie. Tous les patients qui sont atteints de maladies neuromusculaires, de brûlures, qui ont des brûlures étendues, qui sont paraplégiques, en tout cas qui ont des problèmes neurologiques chroniques, puisqu'en fait la cellocurine, la dépolarisation va induire en fait une sortie de potassium de la fibre musculaire. Et donc chez les sujets sains, on va avoir une augmentation de kaliémie qui va être entre 0,2 et 0,5 millimol par litre. Alors que chez les sujets qui ont des lésions nerveuses chroniques ou qui ont une fragilité de la membrane musculaire, en fait, le nombre de récepteurs post-cinétiques va augmenter et en fait, il va y avoir un relargage de potassium plus important chez ces sujets. Donc une dose normale de cellocurine chez ces patients peut faire augmenter la kaliémie de façon beaucoup plus importante et donc et même du coup avoir comme conséquence des arrêts cardiaques. Donc la contre-indication principale, c'est
hypercalémie et toutes les pathologies neuromusculaires qui peuvent entraîner des fortes hypercalémies en cas d'injection du médicament. Donc en cas de contre-indication à l'acétylcholine, on a le rocuronium. À la posologie, c'est un petit peu plus qu'un milligramme kilo, c'est généralement 1,2 mg kilo dans la posologie d'induction en séquence rapide. Délai d'action diminué à ces posologies-là. Et l'avantage, c'est qu'on a un antidote, l'antagoniste, qui est le Sugamadex. Voilà, je profite juste du coup de cette diapo pour vous toucher un petit mot sur la manœuvre de Selick, qui est encore fait dans certains endroits, mais qui à mon sens n'a plus de raison d'être faite. Donc la manœuvre de Selick, c'est une pression du cartilage cricoïde qui va en fait comprimer l'œsophage, donc entre le cartilage cricoïde et le corps vertébral postérieur. Elle est censée prévenir les régurgitations, mais en pratique elle est souvent mal faite, puisqu'en fait la pression qu'il faut exercer, la 30 newtons, c'est une pression assez importante, puisqu'il faut que vous imaginez, vous remplissez une seringue à vis de 50 ml, vous la bouchez avec un bouchon à l'extrémité, et les 30 newtons, c'est la pression qu'il faut pour faire une dépression de 17 ml sur cette seringue. Donc généralement c'est assez mal fait, parce que c'est une pression assez forte, et puis surtout c'est une pression qui peut gêner l'opérateur pour l'intubation. Et donc dans ces cas-là, il faut vite la relâcher pour privilégier la facilité de l'intubation. Et puis de toute façon, si le patient a des régurgitations et qu'il inhale, qu'il vomit, il faut relâcher la pression sous peine d'avoir des risques de lésions œsophagiennes par hyperpression. Donc la manœuvre de Selick, plus d'indications à ne pas faire. Alors une fois qu'on a intubé, il faut évidemment qu'on vérifie la position de notre sonde d'intubation. Pour ça, on a plusieurs moyens. L'auscultation pulmonaire, qui doit être du coup bilatérale et symétrique. On peut observer les mouvements thoraciques, et puis on peut aussi regarder au niveau de l'épigastre, au niveau de l'estomac, et vérifier, mettre un coup de stéthoscope aussi pour vérifier qu'on n'est pas en train d'insuffler dans l'estomac. Mais aucune de ces méthodes n'est efficace à 100%, et la seule méthode efficace et validée, c'est la présence de CO2 dans les gaz expirés qui indique le bon placement du tube de la sonde d'intubation. Et donc ça, c'est le capnographe. Il faut absolument brancher sur vos respirateurs pour avoir un retour sur le scope de votre capno après intubation. Si vous n'avez pas de capno, deux solutions. Votre sonde d'intubation n'est pas en place, ou le patient est en arrêt cardiaque. Donc généralement, le diagnostic est assez facile à poser, et il ne faut pas se poser la question de 2 minutes. Si la sonde d'intubation, si vous n'avez pas de capno, si la sonde d'intubation n'est pas en place, il faut se réexposer et repositionner la sonde d'intubation. Une fois qu'on a intubé, on va introduire les drogues d'entretien pour de la sédation, donc généralement propofol, et puis on va vérifier la pression du ballonnet pour éviter de faire des lésions trachéales derrière qui pourraient faire des sténoses trachéales. Petit gaz du sang de contrôle 15-20 minutes après l'induction pour vérifier, pour adapter la FiO2 et puis les paramètres de ventilation, notamment la ventilation minute, fréquence respiratoire et volume courant. Et puis radiographie de thorax pour vérifier aussi de temps en temps la bonne position de la sonde. Voilà, donc là on vient de voir tout ce qui était intubation entre guillemets classique de routine en réanimation, et puis on va faire un point sur l'intubation difficile, notamment l'intubation difficile en réanimation. Donc la définition de l'intubation difficile, la SRLF et la SFAR se sont mis d'accord pour définir qu'une intubation difficile, c'était une intubation c'était un échec d'intubation après 2 tentatives d'intubation et ce qu'on appelle des petits moyens, c'est-à-dire la position de la tête, des manœuvres laryngées, l'utilisation de mandrins, et tout ça par un opérateur expérimenté qui a l'habitude d'intuber et pas un échec, c'est pas l'échec de l'interne premier semestre qui fait sa 3e intubation qui définit l'intubation difficile. Et en réanimation, le pourcentage de cas d'intubation difficile est assez conséquent, puisque selon les séries, ça va de 8 à 23%. Ouais, il faut bien différencier tout ce qui est incidence des intubations difficiles de l'incidence des intubations compliquées. On a vu tout à l'heure que c'était une procédure à haut risque de complications et qu'on avait des complications qui allaient des bris dentaires jusqu'à l'hypoxémie et l'arrêt cardiaque dans 20 à 50% des cas selon les séries. Une petite diapo de rappel sur les complications de l'intubation. On a les complications sévères, hein, c'est les complications qui mettent en jeu le pronostic vital, et puis les complications modérées à mineures, c'est qui n'engagent pas le pronostic vital,
mais qui induit une morbidité. Donc ça va, pour les complications sévères, ça va de l'hypoxémie malheureusement à la mort. Et puis les complications modérées, c'est un petit peu l'intubation difficile, les petites lésions traumatiques, les intubations œsophagiennes, l'agitation, si c'est la mauvaise sédation, inhalation, et puis les bris dentaires. Et c'est Samir Jaber qui avait fait une petite étude en 2006, il y a presque 15 ans, incidence des complications sévères, donc avec engagement du pronostic vital en réanimation, c'était 28% quand même. Alors, les facteurs de risque d'intubation difficile, donc il y a ceux qui sont liés entre guillemets au patient. Donc l'antécédent d'intubation difficile, si un patient a déjà été difficile à intuber, il y a de grandes fortes chances en tout cas qu'il le soit la prochaine fois. Donc c'est des éléments à recueillir dans le dossier médical. Le mal-empathie, c'est le fait, donc c'est le petit dessin que vous voyez ici, on fait ouvrir la bouche au patient, et puis le mal-empathie, ça va être en fait la visualisation de la luette au fond. Si on voit complètement la luette, on est classe 1. Si on voit partiellement la luette, si on voit pas le bout, on est classe 2. Si on ne voit que la base de la luette, on est classe 3. Et si on voit rien, on est classe 4. Donc un score de mal-empathie supérieur à 2, ça peut être prédictif d'une intubation qui ne va pas forcément être facile. La distance thyro-mentonnière, donc entre le cartilage thyroïde et le menton, si elle est inférieure à 3 doigts, ça peut être compliqué pour l'intubation. L'ouverture de bouche, qui est un facteur très important, moins de 35 mm, c'est l'équivalent de 2 doigts, de votre index et votre majeur, moins de 2 doigts, intubation difficile, c'est chez un patient qui n'ouvre pas la bouche, puisque c'est difficile de rentrer en fait un dispositif, une lame de laryngoscope. La mobilité mandibulaire et la mobilité du rachis cervical. Donc ça, c'est les facteurs liés au patient. Il y a aussi des scores pour l'intubation difficile, le score Makocha en réanimation, qui reprend un peu les scores, les facteurs qu'on vient de dire liés au patient. Le mal-empathie, donc un mal-empathie de 3 ou 4. Il y a le syndrome d'apnée du sommeil, qui est un facteur de risque d'intubation difficile aussi. Il y a donc la mobilité du rachis cervical limitée et l'ouverture de bouche limitée. Puis après, il y a les facteurs liés à ce qu'on appelle la pathologie du patient, que ce soit patient dans le coma ou les patients qui sont en hypoxémie sévère, 80% de saturation. C'est des facteurs d'intubation difficiles aussi. Et puis il y a les facteurs qui sont liés à l'opérateur. C'est plus difficile d'intuber quand on n'est pas anesthésiste que quand on est anesthésiste. C'est un score qui a une bonne valeur prédictive négative, et donc si vous avez moins de 3 à ce score, il y a peu de risque d'intubation difficile. Et puis si vous avez plus de 3 à ce score, on rentre dans la catégorie où vous pouvez avoir des difficultés d'intubation, et on verra ça tout à l'heure, que ça va rentrer un peu dans l'algorithme de prise en charge du patient en réanimation. On a vu les facteurs liés au patient, le score Makocha, il y a aussi les comorbidités donc, du patient, donc l'obésité, syndrome d'apnée du sommeil, patient diabétique, les malformations cervico-faciales, l'obstruction des voies aériennes supérieures par une tumeur ORL, puis la grossesse également. Après 20 semaines d'aménorrhée, hein, les femmes enceintes sont toutes considérées difficiles à intuber du fait de l'estomac plein. Elles sont toutes considérées estomac plein après 20 semaines d'aménorrhée, et puis de l'infiltration d'œdème au niveau ORL. Et puis il y a l'environnement, c'est toujours plus difficile d'intuber quand on est au SAMU, en réanimation ou aux urgences que quand on est au bloc opératoire. Intubation au sol, plus de chances d'avoir des difficultés d'exposition et d'intubation que quand on intube tranquillement au bloc opératoire sur la table de bloc. Les règles de base pour éviter d'avoir une intubation difficile, c'est d'identifier les situations à risque, donc c'est le score de mal-empathie, le score de Makocha, de bien préoxygéner les patients pour avoir le maximum de temps pour réaliser son intubation avant d'avoir une désaturation artérielle en oxygène, on a parlé de faire des intubations en séquence rapide avec les drogues adaptées. Donc il n'y a pas besoin de faire d'anesthésie, la seule situation où il n'y a pas besoin de faire d'anesthésie, c'est l'arrêt cardiaque, puisque quand on est en arrêt cardiaque, c'est le meilleur des curares et c'est le meilleur des hypnotiques, hein. Le patient est mort, il n'a pas besoin de dormir plus. L'installation correcte du patient, hein, décubitus dorsal, tête dans l'axe, et puis la position amondée de Jackson, qu'on va voir tout de suite après.
Et puis c'est utiliser des lames de laryngoscope métalliques et pas en plastique. Et puis chez certains patients aussi, notamment les obèses et les femmes enceintes, on peut utiliser des manches de laryngoscope courts, puisque en fait un manche long va nous gêner avec en fait le thorax, la poitrine de ces patients, qui peut gêner l'introduction de la lame dans la bouche. Et puis évidemment, une fois qu'on a intubé, il faut bien vérifier rapidement la position trachéale de la sonde par un capnographe, et puis pas se poser 50 questions si on ne voit pas de capno arriver, c'est que la sonde n'est pas au bon endroit, ou que le patient est en arrêt cardiaque, comme on a déjà vu tout à l'heure. Alors les petits moyens pour faire une intubation difficile réussie, en tout cas pour se faciliter l'intubation. Donc la position amendée de Jackson, qui va en fait permettre d'aligner l'axe bouche-pharynx-larynx. Donc là vous avez en fait sur la figure A une position normale d'un patient en décubitus dorsal. Et donc la position amendée de Jackson, c'est c'est une extension de la tête, c'est-à-dire qu'on va faire regarder le patient un petit peu comme si le patient allait regarder en arrière, donc c'est une extension de la tête, et une flexion cervicale, en fait en surélevant un petit peu la tête de 5 à 10 cm. Ça va permettre de faire une flexion cervicale et une extension de la tête. Et ça va aligner les axes bouche, pharynx, larynx pour avoir une meilleure visibilité de la glotte. On peut faire aussi ce qu'on appelle une petite manipulation laryngée qu'on appelle le burp, c'est le backward, upward and right pressure, qui est très différent de la manœuvre de Selig. Donc on va pousser en fait en arrière, en haut et sur la droite le cartilage thyroïde pour mieux s'exposer la glotte, et ça peut permettre de gagner un Cormac. Voilà. Et donc cette manœuvre laryngée est très supérieure à juste pousser en arrière vers l'arrière, qui est la manœuvre de Selig, qui plutôt a tendance à gêner. Le mandrin long béquillé d'Eshman ou de Froba, on en a parlé sur le topo précédent, donc ça permet de cathéteriser la glotte lorsqu'elle n'est pas vue. En fait, le petit mandrin, donc il est béquillé au bout, et en fait quand vous allez passer dans la trachée, vous allez sentir les anneaux qui butent tac 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 avec le mandrin, et ensuite vous allez glisser, comme on voit là sur la figure UE, la sonde d'intubation sur le mandrin, pour passer les cordes presque de temps en temps en fait à l'aveugle. Chez les patients qui sont Cormac 3 ou 4, on ne voit pas grand chose, et ça permet c'est une bonne technique de sauvetage, puisque après échec de laryngoscopie, le mandrin permet de sauver la mise dans 80 à 90% des cas. Le score de Cormac, je viens d'en parler, donc c'est en fait ce que vous voyez, c'est votre degré d'exposition. Quand vous êtes bien exposé, que vous voyez bien les cordes vocales, l'épiglotte, les cartilages aryténoïdes, vous êtes classe 1. Quand vous voyez un petit peu moins vos cordes vocales, mais que vous voyez encore les cartilages aryténoïdes, vous êtes classe 2. Quand vous voyez juste la base des cartilages aryténoïdes et que vous voyez plus grand chose au niveau des cordes, vous êtes classe 3. Et quand vous voyez rien, vous êtes classe 4. Donc l'algorithme de prise en charge en cas d'intubation difficile imprévue. Il faut essayer d'anticiper les critères d'intubation difficile, et si vous avez au moins 2 critères d'intubation difficile, c'est une indication à utiliser un vidéolaryngoscope en première intention. Donc les vidéolaryngoscopes, il y en a de tout type. Moi par exemple dans ma structure on utilise le McGrath, mais il y en a d'autres, il y a l'AirTrack, le King Vision, ce sont des dispositifs d'aide à l'intubation. Et donc la SFAR recommande, pour limiter les échecs d'intubation, il faut probablement utiliser les vidéolaryngoscopes pour l'intubation en réanimation, soit d'emblée, soit après échec d'une laryngoscopie directe. Donc il faut en fait identifier les critères d'intubation difficile. Ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est le score de Makocha. Donc chez les patients qui ont des scores de Makocha supérieurs ou égal à 3, c'est une bonne indication d'utilisation d'un vidéolaryngoscope en première intention. On aura des meilleurs taux de réussite d'intubation à la première tentative, ça va diminuer l'incidence des intubations difficiles, et puis ça peut diminuer l'incidence du coup des Cormac 3 et 4. On peut gagner un score de Cormac aussi avec ces vidéolaryngoscopes. L'AirTrack, qui est un autre dispositif de vidéolaryngoscopie, ça permet on peut se mettre soit à la tête du patient, comme pour une intubation classique, mais ça permet aussi de se mettre en face du patient dans certaines situations particulières, traumatisme du rachis, incarcération quand vous êtes en préhospitalier, chez les patients obèses aussi, pour les garder en position bien demi-assise et tout ça. Un dispositif assez intéressant. Alors après tout ça, la laryngoscopie directe, le vidéolaryngoscope,
les petits moyens, la position amendée de Jackson, le mandrin béquillé, les petites manœuvres laryngées. Si vous n'arrivez toujours pas à intuber votre patient après tout ça, il faut passer à l'étape d'après, qui est de mettre un dispositif supraglottique type masque laryngé pour l'intubation. On se retrouve du coup ici dans l'algorithme. Et donc le masque laryngé, alors en réanimation, le plus souvent, ce que vous avez, c'est des fast track. Et en fait, le but, ça va être de glisser ce masque laryngé du coup en préglottique et de ventiler en susglottique. Et puis éventuellement, ça va permettre de glisser une sonde d'intubation et d'intuber à l'aveugle. On peut soit intuber à l'aveugle, soit utiliser un fibroscope pour se placer. Donc globalement, vous rentrez le dispositif supraglottique, vous vous mettez devant la glotte, et puis ça va permettre de ventiler, hein. Vous pouvez brancher directement le respirateur sur le fast track, et puis si besoin, vous pouvez glisser la sonde d'intubation dans le masque laryngé pour aller intuber du coup soit à l'aveugle si le masque est vraiment bien en place de la glotte, soit ce que vous pouvez faire, c'est glisser les deux, hein, sonde d'intubation et fibroscope, pour aller voir et cathétériser le plan glottique et la trachée pour intuber ensuite derrière. Et puis une fois que vous avez intubé, vous pouvez retirer le masque laryngé et laisser juste en place la sonde d'intubation. Voilà, juste pour une petite diapo pour vous dire que le fast track c'est pareil, c'est des choses dont on ne se sert pas spécialement quotidiennement et donc ça nécessite une petite formation. Et c'est Combe, il y a aussi une quinzaine d'années, qui avait fait une étude avec des internes sur la formation au simulateur. Et vous voyez, taux d'échec important sur, on va dire, les 3 premières utilisations du fast track, mais ça s'améliore au bout d'une dizaine de pauses. Donc il faut s'entraîner. Si on n'arrive toujours pas à ventiler, donc on n'a pas réussi à intuber, si on n'arrive toujours pas à ventiler le patient, à oxygéner son patient avec un dispositif supraglottique, on rentre dans l'algorithme de l'oxygénation. Et ça, l'oxygénation, donc on se retrouve en fait ici, puisqu'on a déjà essayé le masque laryngé, le dispositif supraglottique, et on n'y arrive pas. Si on est en échec, c'est les techniques d'oxygénation transtrachéale. C'est une technique d'oxygénation transtrachéale. On va glisser un petit cathéter, une petite aiguille transtrachéale, un petit cathéter. Ça peut être en sauvetage un petit KTA par exemple, qu'on met en intercrico, ou de faire une cricothyroïdotomie pour permettre d'oxygéner le patient le temps de réussir à intuber. Et donc une fois qu'on a un cathéter d'intercrico en place, ou une cricothyroïdie complètement, on va ventiler soit au ballon, soit sur au Manujet, qui est le dispositif que vous voyez là dans la main de l'anesthésiste ou du réanimateur, qui va permettre d'insuffler de l'oxygène à une pression assez élevée, entre 1 et 3 bars. Et du coup le but c'est juste d'oxygéner, et donc une fréquence de 4 fréquences respiratoires de 4 par minute suffit juste pour oxygéner votre patient. Avec cette technique du Manujet, ce qui est hyper important, c'est qu'en fait vous allez juste insuffler l'air au niveau du cathéter transtrachéal, mais il faut évidemment que le patient ait une exsufflation, une expiration passive, et donc pour ça il faut que les voies aériennes soient perméables. Donc il faut bien penser à luxer le patient et à introduire une canule de Guedel pour que l'air puisse sortir. Sinon, si vous insufflez 3 fois, votre patient, vous allez faire un barotraumatisme, il va faire un pneumothorax. Voilà, donc ce qui est hyper important quand on intube, quand on fait une intubation, et notamment quand on part sur une intubation difficile en réanimation, c'est d'avoir un plan de gestion du risque. C'est-à-dire d'avoir un numéro d'appel d'urgence dans les réanimations, donc ça généralement le réanimateur de garde c'est toujours le cas, d'avoir un chariot d'intubation difficile qui est bien connu des équipes, et pas que des équipes paramédicales, qui est aussi connu des équipes médicales. Si c'est possible dans votre établissement d'avoir un correspondant chirurgical pour tout ce qui est trachéotomie en urgence en cas d'échec d'intubation, en cas d'échec d'oxygénation, donc avoir le numéro par exemple d'un chirurgien ORL référent, qui est toujours sur l'hôpital. Nous on a le numéro des internes d'ORL par exemple, comme ça ils peuvent venir rapidement. D'avoir des protocoles et des procédures locales écrites en fonction de votre matériel, des ressources dont vous disposez. C'est pas mal aussi d'avoir dans votre équipe un médecin référent de tout ce qui est gestion des voies aériennes, un référent intubation difficile, ça permet d'entretenir les connaissances et puis de mettre à jour les protocoles dès qu'il y a des nouvelles recommandations qui sortent. Et puis il faut s'entraîner. La simulation, le travail en équipe avec les seniors, les internes et puis les infirmiers de réanimation. Le chariot d'intubation difficile, ça c'est un exemple de comment ça peut se présenter.
des tiroirs, et puis en fait il y a exactement quasiment tout ce dont on a parlé. Les manches courts, longs, les lames, le set de cricot qui est sur le premier tiroir, le manu-jet, les fast track, les masques laryngés, il y a tout ce qu'il faut. Puis je vous ai mis des exemples de procédures locales. Donc je vous ai mis celle des marins-pompiers de Marseille sur la gauche, où donc là ils ont intubation sous laryngoscopie directe, ils font 2 tentatives avec les petits moyens dont on a parlé. S'ils n'y arrivent pas, ils utilisent le mandrin d'Eichmann. S'ils n'y arrivent pas, ils mettent un fast track. Et puis si avec le fast track ils n'y arrivent pas, ils passent directement à la cricothyroïdotomie. Puis je vous ai mis du coup notre procédure locale, enfin chez nous à Tenon, avec, vous voyez, on a le numéro d'appel d'urgence du médecin anesthésiste de régulation, le chariot d'intubation difficile, sa position, hein, c'est important de savoir où est-ce qu'ils sont pour aller les chercher, et puis après, si on n'y arrive pas, les moyens d'oxygénation, le dispositif supraglottique, et puis après, si échec, les moyens d'oxygénation apnéique ou de transtrachéale. Voilà, et puis que je vous disais pas de bêtises, il y en a même le numéro de l'interne d'ORL si jamais il y a besoin de faire une trachéotomie en urgence. Voilà, et puis ça c'est l'algorithme d'intubation réanimation qui a été proposé par la SRLF en 2016, mais ça reprend à peu près tout ce qu'on a dit, hein. Donc c'est en effet avant l'intubation la checklist, vérifier le matériel, évaluer le score Macocha. Macocha inférieur à 3, on ne part pas sur une intubation qui a l'air difficile. Donc laryngoscopie directe, lame de Macintosh, classique. Si échec, on sort le vidéolaryngoscope. Si échec, on met un dispositif supraglottique. Et si on n'y arrive pas, et ben on fait un abord cervical direct par cricothyroïdotomie. Et puis si vous avez votre score de Macocha qui est supérieur à 3 ou avec des critères d'intubation difficiles, et ben on part directement sur un vidéolaryngoscope. Et puis pareil, si échec, dispositif supraglottique. Et puis si échec, abord cervical direct. Voilà. Et puis après, le petit post-intubation aussi qui reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, on a fait un bon tour sur l'intubation et sur l'intubation difficile. Donc ce qui est important, c'est que le choix de la stratégie d'intubation qui va être fait, c'est toujours un rapport en fait bénéfice-risque, hein, ça va dépendre un peu de vos moyens et puis surtout de ce que vous savez faire. L'évolution quand même ces dernières années des techniques en anesthésie et réanimation, ça a grandement permis de faciliter la gestion des voies aériennes et notamment de l'intubation difficile. Et puis ce qui va être super important, c'est d'avoir des protocoles de service pour une équipe, des procédures locales qui sont la pierre angulaire, à condition évidemment que ces techniques soient connues et puis réalisables par tous et à tout moment. Voilà, bon courage.